Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Bola Tinubu, ex-gouverneur de Lagos, sera le candidat du parti au pouvoir pour le prochain scrutin présidentiel prévu pour février 2023 au Nigeria. Le président sortant Muhammadu Buhari a atteint le maximum de 2 mandats et ne peut plus être candidat. Poursuite de la visite du roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Dans un discours prononcé ce mercredi, il a notamment plaidé pour un retour à la stabilité dans l'est du pays. Et puis la première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique s'est tenue à Rabat ce mercredi 8 juin. La promotion d'une identité africaine atlantique et la défense unilatérale des intérêts stratégiques du continent faisaient partie des objectifs de cette rencontre. Mais tout d'abord, au Soudan, les forces politiques, civiles et militaires se préparent pour la tenue d'un dialogue national global pour tenter de parvenir à une solution politique et à la stabilité dans le pays. Une réunion technique qui devait réunir les acteurs politiques et militaires putschistes à cet effet était prévue ce mercredi 8 juin dans la capitale Khartoum. Rencontre qui a finalement été ajournée et reportée à dimanche 12 juin dans l'espoir de convaincre les groupes de l'opposition civile à se joindre au processus. En effet, mercredi soir, la Force pour la liberté et le changement, les comités de résistance, le Parti communiste soudanais et l'association professionnelle soudanaise n'étaient pas présents à la table des négociations. Pour rappel, un mécanisme trilatéral constitué par l'ONU, l'Union africaine et l'organisation régionale IGAD a été mis en place pour résoudre la crise au Soudan. Ancien gouverneur et sénateur de l'État de Lagos, Bola Tinubu, 70 ans, sera le candidat de l'APC à la présidentielle de février 2023. Ce mercredi, il a remporté la primaire du parti au pouvoir. L'année prochaine, Bola Tinubu fera face à Atiku Abubakar, 75 ans, candidat du PDP, principal parti d'opposition, lors du duel final de l'élection présidentielle nigériane. Nathalie Mo. Le parti au pouvoir au Nigeria a désigné son candidat à la présidentielle de février 2023 au terme des primaires du Congrès des progressistes, l'APC, le 8 juin 2022. L'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Bola Tinubu, l'a emporté par 1271 voix sur 13 autres prétendants, parmi lesquels le vice-président nigérian Yemi Osinbajo. Bola Tinubu a accueilli son investiture avec humilité. Diriger le Nigeria est une mission sacrée que je ne prends pas à la légère et que je ne cherche pas égoïstement. En me donnant le mandat du parti, je fais par la présente mon vœu solennel de faire du Nigeria le meilleur foyer pour ses citoyens. Bola Tinubu, 70 ans, est de l'avis du président Muhammadu Buhari, le candidat qui va permettre à l'APC de conserver le pouvoir en 2023. Après avoir quitté le gouvernorat de Lagos, il est resté très influent. Ses partisans le décrivent comme un dirigeant efficace. My record of corporate leadership, my financial expert, mon parcours de chef d'entreprise, mon expertise financière et mon expérience en tant que gouverneur exécutif me rendent unique parmi les candidats, me donnant les compétences requises pour accélérer les réformes progressives qui changeront le visage de l'économie nationale. Le candidat du parti au pouvoir à la prochaine élection présidentielle a dirigé la capitale économique du Nigeria de 1999 à 2007. Il aura pour principal rival le représentant du Parti démocratique populaire Atiku Abubakar, vice-président pendant 8 ans sous le régime de l'ancien président Olusegun Obasanjo. Plus de 40 personnes sont mortes mardi 7 juin dans l'effondrement d'une mine de diamants à Samba, dans la province du Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo. Alain Tshisungu Ntumba, ministre provincial de l'Intérieur, a confirmé ce bilan provisoire, notant qu'au moins 6 corps auraient déjà été retrouvés et que les recherches se poursuivaient avec des secouristes s'employant à extraire les victimes des décombres. Selon ce dernier, les victimes sont
tous des creuseurs artisanaux de diamants exploitant dans des puits souterrains. L'éboulement a touché plus de 40 puits d'une profondeur de 15 à 18 mètres. On reste en République démocratique du Congo, où le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique poursuivent leur séjour. Arrivé à Kinshasa mardi 7 juin, le roi a eu un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi ce mercredi au Palais de la Nation. Le souverain belge s'est adressé à la population, un discours de soutien au pays dans un contexte où la République démocratique du Congo fait face à la recrudescence des violences de groupes armés dans sa partie est. Reportage signé Jacques Mboka. Arrivé à Kinshasa ce mardi 7 juin, le roi du royaume de Belgique, accompagné de son épouse la reine Mathilde, assure la RDC de son soutien pour la stabilité non seulement du pays, mais de la sous-région. Cette première visite du roi belge intervient alors que la RDC est secouée par les affrontements dans sa partie est avec le M23, un groupe rebelle qui serait soutenu par le Rwanda voisin selon les autorités congolaises. Vous pouvez compter sur le soutien de la Belgique au sein des instances internationales à toute initiative visant à la stabilité et au développement harmonieux de l'Afrique des Grands Lacs. La reprise progressive de notre coopération militaire s'inscrit dans la même logique. La République démocratique du Congo ne saurait se contenter des seules promesses précédemment évoquées, car votre présence parmi nous constitue une raison de croire en la concrétisation de la nouvelle approche de nos relations qui se voudrait davantage privilégiée. Les relations entre la Belgique et son ancienne colonie, la RDC, ont traversé des zones de turbulence, notamment avec le processus d'accession à l'indépendance. La visite du couple royal, qui précède la restitution à la RDC des reliques de Patrice Lumumba, annonce une ère nouvelle. Il vient enterrer un passé douloureux, une page d'histoire tragique entre nos deux États durant la colonisation, parce que dans quelques jours, nous aurons les restes du corps de notre premier ministre. Notons que, durant son séjour, le couple royal belge visitera deux autres provinces, à savoir le Sud Kivu et le Haut-Katanga. En marge de cette visite, le roi Philippe a décoré le mardi 8 juin le caporal Kounyoukou, le seul survivant des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. À l'initiative du Maroc, la première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique s'est tenue à Rabat ce mercredi 8 juin. Rencontre qui s'est articulée autour de 3 thèmes principaux: dialogue politique, sécurité et sûreté, économie bleue et connectivité, et environnement et énergie. Les précisions dans ce reportage de Séverin Douque. La promotion d'une identité africaine atlantique et la défense unilatérale des intérêts stratégiques du continent africain étaient en débat au premier sommet des États africains de l'Atlantique ce 8 juin 2022 à Rabat au Maroc. Organisée à l'initiative du pays hôte, cette rencontre qui a vu la participation de 24 pays de la côte atlantique africaine donne l'occasion de définir une vision commune d'importance vitale pour le développement et l'émancipation du continent. L'importance stratégique de notre espace n'est plus actuelle. Les 23 pays africains atlantiques que nous sommes représentent 46% de la population africaine. Notre espace concentre 75% du PIB du continent. Nos économies réalisent 57% du commerce continental. Notre espace est une aire de mobilité et un lieu de brassage culturel et ethnique. Nos espaces maritimes possèdent d'énormes ressources biologiques et non biologiques. À l'image de l'Europe ou de l'Amérique ou des organisations politiques régionales supraétatiques comme l'OTAN sont créées pour servir et défendre leurs intérêts, la réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique est le premier pas vers l'unification des pays africains autour de l'océan Atlantique. C'est extrêmement important. Quand on voit la géopolitique mondiale, tous les pays se sont réunis dans
de fonds d'organisation, de blocs, d'un continent à l'autre, etc. Mais, comme toujours, c'est les Africains qui semblent être les derniers à se rendre. Être aujourd'hui pays riverain de l'Atlantique, c'est à la fois un atout. Atout parce que si nous sommes venus parlant d'une seule voix, nous sortons de cette salle, on peut changer les choses. Une initiative que salue l'ensemble des participants qui partagent le même intérêt, celui de tirer davantage de plus-value à l'ouverture sur l'Atlantique pour booster le développement économique à l'heure où 90% des échanges mondiaux se fait par voie maritime. La Sierra Leone va bénéficier d'une enveloppe de 20,8 millions de dollars du Fonds monétaire international après la 5e revue de son programme de réforme économique. Pour rappel, le pays a initié depuis 2018 le programme dénommé Facilité élargie de crédit supervisé par le FMI dans le but d'améliorer sa résilience économique. Il porte à terme sur un financement équivalent à 172,1 millions de dollars. Pour l'heure, le pays a déjà touché plus de 72 millions de dollars. Philomentine. Le Fonds monétaire international a débloqué un financement de 20,8 millions de dollars en faveur de la Sierra Leone. Ce financement intervient après l'achèvement de la 5e revue de son programme de réforme selon un communiqué publié par l'institution financière le 7 juin. Ces nouvelles ressources entrent dans le cadre du programme économique de la Sierra Leone conclu avec le FMI depuis 2018 dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Les programmes qui permettent des décaissements de fonds pour les pays comme la Sierra Leone sont toujours une aubaine pour ces pays-là parce qu'en fait, ces programmes permettent très souvent d'aider en tout cas un secteur d'activité en développement. Par conséquent, c'est toujours assez bien vu, même si cet argent coûtera cher par rapport en tout cas au service de la dette qu'il faut toujours contrôler. Le programme de facilité élargie de crédit avec la Sierra Leone vise à assainir les finances publiques du pays. L'objectif est de stimuler la croissance et protéger les plus vulnérables. Mais généralement, ces fonds ne peuvent pas quand même contenir cette masse d'inflation parce qu'une dizaine de milliards ne peuvent même pas contenir la seule augmentation des prix dans le domaine par exemple de l'énergie et sans compter maintenant les secteurs alimentaires. Depuis 2018, la Sierra Leone a bénéficié de plus de 72,5 millions de dollars grâce au titre de la facilité élargie de crédit du FMI. À terme, le financement de l'institution de Bretton Woods doit porter sur une enveloppe de 172,1 millions de dollars. Au Soudan, où le spectre de la famine plane désormais sur une majeure partie de la population, les agriculteurs annoncent l'échec quasiment certain du projet agricole de la Guézira, le plus grand projet d'agriculture jamais inauguré sur le continent africain. Pour cause, un approvisionnement en céréales faible, voire inexistant pour les agriculteurs qui peinent à assurer leur stabilité financière. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore compliqué les perspectives, faisant grimper les prix des intrants tels que les engrais et le carburant à de nouveaux sommets. Le point sur la situation avec Océane Kwasi. Des terres nues, privées d'agriculture. À Guézira, située à 250 km au sud de Khartoum, les terres pourtant fertiles ne pourront être labourées cet été, et cela malgré la famine environnante dans le pays. Pour cause, l'absence des exportations agricoles et le manque d'investissement du gouvernement. Une situation qui menace la sécurité alimentaire et financière de la population, mais également celle de ses agriculteurs. La saison estivale est menacée d'effondrement. 50 à 70% d'entre nous pourraient ne pas cultiver. Et cela met en question l'approvisionnement alimentaire. Les agriculteurs sont dans une situation difficile, les gens sont dans une situation difficile. Des enjeux qui ont été aggravés par la flambée des prix du carburant et des produits alimentaires, mais pas seulement. À la suite du coup d'État d'octobre 2021, le gouvernement soudanais a été privé de milliards de dollars de financement, empêchant l'approvisionnement en blé. Un manque de financement qui a laissé les agriculteurs surendettés et qui, selon eux, assistent impuissants à la faillite d'une agriculture sans espoir. Soucieux de protéger leurs droits, ces derniers ont décidé d'entamer des poursuites judiciaires.
Nous avons parlé à des avocats pour entamer une poursuite judiciaire afin de protéger les droits des agriculteurs. Et nous l'avons fait. Nous avons intenté une action contre la Banque agricole et l'administration du projet. Nous avons envoyé une déclaration demandant à tout agriculteur de demander ses droits et une indemnisation équitable. Malgré les promesses du gouvernement, les agriculteurs soutiennent qu'aucun financement n'est disponible à ce jour. De son côté, le ministère des Finances a déclaré ce mardi 7 juin dans un communiqué s'être engagé à acheter 500 000 tonnes de céréales d'une valeur de 300 millions de dollars. Une situation qui s'inscrit dans un contexte d'insécurité alimentaire. Selon les Nations Unies, la famine devrait toucher 18 millions de Soudanais d'ici cette année. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.